Hello, 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 hello! Alors, bienvenue à un autre preview, mais cette fois-ci pour la saison 2023-2024 de la LNH. Et comme à notre habitude, on va commencer avec l'équipe numéro 1 en ordre alphabétique, les Ducks de Anaheim. Ne vous en faites pas, on va passer au travers de toutes les équipes. On a de la job à faire en termes de vidéo parce qu'on commence un peu tard cette année, mais bon, que voulez-vous? Alors, pour ce qui est des Ducks de Anaheim, ça a été une saison qui a été vraiment une saison difficile l'année passée. Non seulement est-ce que l'organisation a pas fait beaucoup de points, mais elle a connu des très mauvaises séquences. Elle a connu une séquence de, je pense, c'est genre 7 défaites d'affilée au mois de novembre. Ils ont fini avec une affaire comme genre 13 défaites back-à-back à la fin de saison. Ça a été compliqué du côté des Ducks d'Anaheim. Mais sinon, tu sais, du côté des Ducks, on a eu quand même quelques points qui étaient des points positifs peu, mais quelques, et beaucoup de points qui étaient des points négatifs. On pense entre autres à certains vétérans qui ne sont plus dans l'organisation aujourd'hui. John Klingberg, entre autres, le défenseur offensif, que ça a vraiment pas marché du côté d'Anaheim pour ce qui est de John Klingberg. Puis finalement, d'ailleurs, il va continuer sa carrière ailleurs. Il avait signé un contrat d'un an, si je ne fais pas erreur. Son but, c'était de relancer sa carrière. Ça sera pas ça. Mais sinon, de manière générale, l'organisation a été quand même décevante de façon assez générale. Puis ça, ben, c'est malheureusement pas nécessairement à l'avantage des jeunes qu'on veut développer du côté d'Anaheim parce qu'on a beaucoup de jeunes intéressants du côté d'Anaheim. Puis ça, c'est quelque chose qui est à suivre là, parce que c'est une organisation qui a beaucoup de potentiel. Entre autres, on a perdu le jeune Jamie Drysdale, un défenseur à caractère offensif qui est super intéressant, qui risque probablement même d'être le quarterback au niveau de la défensive de l'organisation pour les prochaines années. Malheureusement pour lui, il s'est blessé au mois d'octobre. Fait que direct en partant de la saison, bang, saison terminée, je pense que c'était les pauses, si je me rappelle bien. Il a joué seulement 8 matchs l'année passée pour ce qui est de Jamie Drysdale. Mais sinon, tu sais, il y a eu quelques absents quand même, mais il en reste pas moins que l'équipe a été décevante, ce qui a coûté le poste à notre cher Dallas Eakins. L'entraîneur des Ducks de Anaheim n'a pas vraiment connu de grands moments avec les Ducks d'Anaheim, Dallas Eakins. Si je ne fais pas erreur, je pense. Il a peut-être participé aux séries une fois, genre. Mais là, c'est 5 années d'affilée que les Ducks ne participent pas aux séries éliminatoires. C'est d'ailleurs un record de concession pour les Ducks. Un record pas très glorieux, mais un record de concession pour les Ducks. 5 années d'affilée sans participer aux séries éliminatoires. Alors, on revient au niveau du directeur général avec Pat Verbeek. Première année l'année passée, Pat Verbeek. Ça n'a pas été la plus concluante, mais ses ambitions sont grandes. Cette année, il souhaite participer aux séries. Passer de la pire équipe de la ligue et participer aux séries, c'est quand même pas un petit step qu'il fait. Il a fait des ajouts qui peuvent être intéressants du côté d'Anaheim, mais est-ce qu'ils vont être suffisants pour amener cette équipe-là des bas fonds de la LNH en séries éliminatoires? Permettez-moi d'en douter. On a fait l'embauche de l'entraîneur Craig Cronin. Dans le cas de Craig Cronin, il était du côté de la AHL l'année passée avec les Eagles du Colorado, qui a fait correct. Ils se sont fait éliminer en première ronde. Fait que rien à se taper à la tête ses murs. Mais semble-t-il qu'il est réputé être très très bon avec les jeunes. Puis vous allez le voir, c'est pas vieux l'organisation des Ducks d'Anaheim. Il y a beaucoup de gars, entre autres ma ligne de centre, là, je n'aime pas ça. Trop de jeunes. Puis c'est ta position la plus importante à l'attaque. Il y a beaucoup de jeunes dans cette organisation-là. Enfin bref. L'année passée, pour ce qui est de la saison 2022-2023, les Ducks de Anaheim, c'est 23 victoires, 47 défaites, 12 défaites en prolongation. On ramène le tout avec 23 victoires et 59 défaites si on cumule les défaites en prolongation puis les défaites. Ça a été une année qui a été très longue. Mais comme je vous dis, on a fini la saison avec genre 13 défaites d'affilée. On avait eu un affaire comme 7 défaites d'affilée au mois de novembre. Fait que ça a été difficile du début à la fin. Puis ça, ben, c'est dur pour les fans. Et déjà, Anaheim, c'est pas le fanbase le plus fort. Fait que, bref, 58 points l'année passée, ce qui nous a valu la 16e place dans la conférence. On fait le calcul comme on veut, c'est bon dernier. 32e dans la ligue et on n'a même pas le premier choix overall. Ha! Mais ils seront pas sans reste. Ils seront pas sans reste parce que Leo Carlson, c'est un très bon choix. On reviendra là-dessus. Mais on n'a pas gagné la loterie en plus de ça, Connor Bedard. Alors, ça a été une année quand même décevante de manière générale. Une moyenne de but marquée de 2,51, ce qui est bof. Une moyenne de but encaissée de 4,09, ce qui est horrible. Horrible. Ça n'a pas été évident pour ce qui est des gardiens de but du côté des Ducks d'Anaheim. On pense, entre autres, c'est qui est parti déjà? C'est Anthony Stollarts. Stollarts en 19 matchs, 3,73, 897. Ça a été compliqué là, pour les gardiens l'année passée.
Un avantage numérique à 15,7 et un désavantage numérique à 72,1. On est 31e dans la Ligue nationale pour le désavantage numérique, 31e en avantage numérique, 32e pour la moyenne de buts encaissés, 31e pour l'attaque. Bref, il n'y a rien qui a marché, on recommence tout. Le meilleur en termes de buts aura été Trevor Zegras avec 23 buts l'année dernière, puis ça c'est intéressant. C'est Troy Terry, si je ne fais pas erreur, que lui, il a baissé un petit peu au niveau de ses buts. Il me semble qu'il y avait genre 27 buts l'année d'avant. Mais en tout cas, bref. Tout ça pour dire que Trevor Zegras aurait été le meilleur buteur de l'organisation l'année dernière et le meilleur pointeur de l'organisation avec 65 points en 81 matchs pour le jeune joueur prodigue des Ducks d'Anaheim qui a connu son lot de haut et de bas aussi au niveau humain. On se rappelle la fameuse scène avec Troy Stecher, défenseur des Coyotes, qu'on sait comme pas vraiment qu'est-ce qu'il a dit à Troy Stecher, mais qui a pété un sale câble après ça. Et fait bizarre, c'est que Stecher n'a pas été pénalisé du tout. Et ça, malgré le fait qu'il s'est engueulé mal sale avec les arbitres. Alors, qu'est-ce que Trevor Zegras a dit à Troy Stecher? On ne sait toujours pas. Mais c'était sûrement pas beau. Le meilleur défenseur à caractère offensif, et ça c'est très positif du côté d'Anaheim, c'est Cam Fowler. Cam Fowler en 82 matchs, 48 points. Bon, moins 23, mais toute l'équipe est désastreuse au niveau des plus-moins. On ne stresse pas avec ça. 48 points pour Cam Fowler, c'est quand même très intéressant. Puis de mémoire, il me semble qu'il n'est pas tant vieux, Cam Fowler. 31 ans, donc un défenseur qui est dans son prime. Fait que bref, ça a été intéressant du côté des Ducks d'Anaheim, les performances de Cam Fowler. Nous avons ici les espoirs du alacoupe.ca. Ce n'est donc pas moi qui ai sélectionné les espoirs, mais bien nos chroniqueurs du alacoupe.ca. Le texte est d'ailleurs disponible actuellement sur le site, puisque vous pouvez retrouver les espoirs les plus proches d'atteindre la LNH selon nos chroniqueurs. Donc, bien évidemment, je ne vous donnerai pas toutes les informations. Si vous voulez avoir plus d'informations, vous rendez sur le site alacoupe.ca. Les espoirs les plus proches de la LNH des Ducks de Anaheim. Évidemment, le dernier choix de première ronde des Ducks d'Anaheim, Leo Carlson, un joueur que j'ai bien aimé au championnat du monde junior d'ailleurs. C'est un joueur de centre de 18 ans, quand même à gros gabarit. Ça là, on est intéressant du côté de Leo Carlson. On n'est pas tout petit, on n'est pas tout maigre. 6 pieds 3, 198 livres. Dans la SHL du côté de la Suède, 25 points en 44 matchs pour ce qui est de Leo Carlson. Sinon, au championnat du monde des moins de 20 ans, championnat du monde junior, dis-je bien, c'est 6 points en 7 matchs, 3 buts, 3 passes. C'est un joueur qui est un joueur dynamique, gros gabarit avec un bon hockey IQ. C'est un gars qui pourrait, je dis bien pourrait, faire sa place dans la LNH dès cette année. De mon côté, je suis semi-ambitieux, je le mets sur le 3e trio. Il y en a qui se risquent peut-être pour le 2e. Je dirais, calme-toi mon petit gars. Mais je pense qu'avec Zegras, McTavish et Carlson, tu as une ligne de centre foutrement trop jeune. J'ai de la misère à croire. En tout cas, selon moi, c'est ouais. Bon. Ensuite de ça, le 2e espoir, on va y aller avec Jackson Lacombe, 22 ans, un défenseur qui a évolué au niveau de la NCAA l'année passée. Dans la NCAA, c'est 35 points en 37 matchs. Au niveau de la LNH, il est arrivé en fin de saison, il a joué un petit 2 matchs, pas de points, mais c'est pas très révélateur. On fait souvent ça avec les espoirs qui jouent au niveau universitaire américain, c'est-à-dire que on les fait jouer en fin de saison. Ils finissent leur saison dans la NCAA, puis on les fait finir la saison dans la LNH parce qu'il y a un règlement qui fait qu'ils ne peuvent pas aller jouer dans la Ligue américaine. C'est compliqué un petit peu. Mais en tout cas, bref, il a joué 2 matchs dans la LNH l'année passée. C'est pas très révélateur, mais on l'a beaucoup utilisé. Pendant ces 2 matchs-là, il a joué une moyenne d'à peu près 18 minutes. Ce qui, quand même, est quand même pas mauvais. C'est sûr que les défenseurs qui jouent plus peuvent jouer jusqu'à 25-30 minutes, mais à 18 minutes, c'est quand même, on voulait vraiment le tester, et ça, c'est très intéressant du côté de Jackson Lacombe. Il pourrait faire le saut dans la LNH dès cette année. Et le 3e espoir sera Benoît-Olivier Groux, un joueur de centre de 23 ans, mais bien évidemment, pour plus de détails, je vous invite sur le alacoupe.ca. Allez voir le texte de notre chroniqueur Anthony Saint-Amand, les espoirs les plus proches d'atteindre la LNH du côté des Ducks de Anaheim. Également tout nouveau cette année sur le alacoupe.ca, vous avez la possibilité d'avoir le dossier pré-saison 2023-2024 du alacoupe.ca. C'est un méga dossier qu'on a monté pour vous où on fait un survol de l'ensemble des 32 organisations de la LNH, mais qu'on a aussi tous les espoirs les plus proches d'atteindre la LNH dans un même dossier téléchargeable et gratuitement. Alors vous avez juste à vous rendre sur le site alacoupe.ca, visiter n'importe quel article qui est en lien avec le dossier pré-saison 2023-24 et vous allez avoir le lien de téléchargement gratuit de la toute première édition du magazine pré-saison LNH à la coupe. Alors, ça ici, c'est mon alignement que je vais dire
projeté. Mais on s'entend, là, au moment de filmer cette vidéo-là, on n'est pas encore dans le camp d'entraînement. J'ai aucune idée comment ça va se passer dans le camp d'entraînement. Donc, j'y ai été un petit peu avec mon côté fancy et un peu plus cute. Fait que je me suis fait plaisir dans mes alignements, mais pas 100% plaisir. Et je vous explique d'abord et avant tout pourquoi c'est mes joueurs de centre. Je vous l'ai déjà dit à plusieurs reprises, sont beaucoup trop jeunes. Trevor Zegras, 22 ans, Mason McTavish, 20 ans et Leo Carlson, 18 ans. Avoir un gars de 22, 20, 18 à ma ligne de centre, ça manque d'expérience. Ça, j'aime vraiment pas ça. Par contre, un point qui est intéressant, c'est qu'on a fait des acquisitions pendant la saison morte du côté des Ducks d'Anaheim. Ça a été décevant du côté de Kevin Shattenkirk avec les Ducks l'année passée. Ça a été décevant pour ce qui est de Kulikov du côté des Ducks. Fait qu'on les a remplacés avec Robert Hagg et un certain Radko Guda, pour ceux qui le connaissent. C'est un gars qu'on connaît bien dans la ligue. Dans le cas de Gouda, c'est pas le gars le plus solide défensivement, mais c'est un gars qui est très solide de l'épaule, on va se le dire. Fait que bref, on a fait des acquisitions qui sont intéressantes et surtout des gars qui sont des gars d'expérience du côté de la défensive avec les Ducks d'Anaheim. Puis ça, j'espère que ça va aider nos gardiens parce que l'année passée, ils ont été abandonnés à eux-mêmes, ces pauvres gardiens-là, ils ont mangé toute une volée. Alors, on revient avec la première ligne qu'on a connue l'année passée, celle de Adam Henrik, 38 points en 62 matchs l'année passée, qu'on fait jouer avec Trevor Zegras, 65 points en 81 matchs et finalement Troy Terry avec 61 points en 70 matchs. Comme je vous dis, dans le cas de Troy Terry, sa production est à peu près sensiblement la même en termes de points, mais de mémoire, il me semble qu'il est passé de... Ouais, c'est ça. Donc, il est passé de 37 buts dans la saison 2021-22 du côté de Troy Terry à 23 buts. Fait qu'il y a quand même eu un méchant ralentissement à ce niveau-là, mais il en reste pas moins que c'est pas dramatique, une saison de 61 points en 70 matchs. Là. Il a quand même connu une bonne saison. On parle ici d'un joueur de 25 ans, Troy Terry, bien entendu. Ce n'est pas tellement vieux. Adam Henrik est le plus vieux, 33 ans. C'est pas dramatique quand je dis qu'il est plus vieux, mais c'est le plus vieux de la ligne au niveau de la première ligne ici. Ensuite de ça, au niveau de la deuxième ligne, ben là, c'est là j'y étais avec un petit quelque chose d'un petit peu plus cute. Là, t'sais. Bon, l'année passée, Mason McTavish était à sa première saison. Puis là, on connaît tous la réputation de la deuxième saison. La fameuse deuxième saison dans la LNH. Elle rattrape les gars. C'est un gars qui a joué au niveau junior il y a 2 ans, donc pas l'année passée. Est-ce qu'il y a le rythme de la LNH du 82 matchs, puis est-ce qu'il va être capable de tenir le tempo pour cette fameuse deuxième saison-là? Ça s'est bien passé l'année passée. Fuck it, on y va. Puis je l'ai mis centre de mon deuxième trio. Mason McTavish, une excellente première saison, 43 points en 80 matchs l'année passée, ça s'est bien passé. Que je fais jouer avec le très vétéran Alex Killorn. Dans le cas du Québécois ici, là, on s'entend, Bag, c'est une expérience qui est très importante. Killorn, avec l'expérience des Coupes Stanley, c'est quelque chose qui peut amener cette organisation-là à ne pas baisser les bras. C'est un gars qu'on ne connaît pas nécessairement comme étant le plus leader, mais c'est pas un gars qui est silencieux. Donc je me dis, il peut amener quelque chose de leadership très important dans cette organisation-là parce qu'il a connu l'adversité, mais aussi il a connu le combat en séries éliminatoires. C'est comment tu te rends en série, c'est une chose, mais un coup que tu es en série, c'en est une autre aussi. Fait que Alex Killorn, il va peut-être pas garder le 64 points en 82 matchs qu'il a connu l'année passée. Il nous arrive de Tampa Bay dans son cas à lui. Mais c'est un joueur qui aime jouer physiquement puis qui est capable d'apporter une touche offensive. De le faire jouer avec Mason McTavish, moi je trouve ça intéressant parce que c'est un gars qui a peut-être un peu moins d'expérience avec un gars qui a beaucoup d'expérience. Donc je pense que ça fait un mix qui est assez intéressant du côté de la deuxième ligne des Ducks. Par la suite, on y va avec Ryan Strome, 41 points en 82 matchs l'année passée. C'est sa première saison avec les Ducks. Ça n'a pas été si mal. C'est dans ses standards, 41 points. Par la suite, on y va avec Frank Vatrano sur la troisième ligne. Dans son cas à lui, si je ne fais pas erreur, je pense que c'est même sa meilleure saison en carrière. 41 points en 81 matchs dans le cas de Vatrano l'année passée. C'est la première saison qu'il jouait avec les Ducks d'Anaheim. Que je fais jouer avec Leo Carlson. Je vous en ai parlé, Leo Carlson. Lui, c'est dans la Ligue de Suède, la Ligue d'élite de Suède, dis-je bien. 25 points en 44 matchs l'année passée. Mais il a été vraiment nice à voir aller sur la scène internationale. Donc, pour l'équipe nationale de Suède, là, super intéressant à voir jouer je m'en ai dit ce petit gars-là, il est pas petit pantoute, ce jeune homme-là. Et qu'on fait jouer avec le vétéran Jacob Silfverberg, 26 points en 81 matchs. Silfverberg, ça a été compliqué. Au moins, il n'a pas été blessé, mais ça a été compliqué l'année passée. Sévère ralentissement du côté de Jacob Silfverberg. On ferme le tout avec ma quatrième ligne, c'est Max Jones, 19 points en 69 matchs, un joueur de profondeur. Dans le cas de Agosino, c'est un joueur qui a joué essentiellement dans la Ligue américaine l'année passée, 61 points en 63 matchs dans la Ligue américaine.
Il jouait du côté du Barracuda de San Jose chez les Sharks. En fait, il jouait dans la Ligue américaine des Sharks, mais pas pour les Sharks. Mais sinon, dans la LNH, il a joué il a joué pour les Sharks 4 matchs. Il a joué 4 matchs, 3 points quand même en 4 matchs. C'est un joueur encore là qui est un joueur comme navette entre Ligue américaine et Ligue nationale, donc qui performe bien dans la Ligue américaine. Est-ce qu'il va être capable d'amener ça dans la Ligue nationale sur une longue période de temps? Je ne sais pas, mais moi j'y donne une chance. Fait que je me suis dit, let's go, on l'essaye. 32 ans dans son cas à lui, un vétéran, et on ferme le tout avec Megan. C'est 19 points, 75 matchs l'année passée. J'ai oublié de le faire ici, là. J'ai un blessé. Je suis pas certain dans le cas de Ludestrom, mais je pense, et je dis bien je pense qu'il revient autour de janvier 2024. Si j'ai bien fait mes calculs avec le nombre de mois qui est blessé, là, il me semble que c'est 5 ou 6 mois qui était blessé, puis c'est en quelque part genre en août qui a été blessé, de quoi de même. Alors, bref, donc je pense que c'est aux alentours de janvier 2024 que Ludestrom va revenir. On a Leeson comme scratch et Carrick comme scratch. En termes de défenseurs, ben là, c'est sûr et certain, notre enfant prodigue est revenu. On le fait jouer sur notre première paire. Jamie Drysdale va être mon premier défenseur droit. C'est 0 points en 8 matchs l'année passée. Il s'est blessé en octobre, puis il a manqué toute la balance de la saison à cause de ça. Mais en 2021-22, Drysdale, qui est âgé seulement de 21 ans, tout jeune, en 2021-22, 32 points en 81 matchs dans le cas de Jamie Drysdale. Très intéressant. Très, très intéressant. Et on le fait jouer avec Cam Fowler. Le point d'interrogation que j'ai par rapport à ça, c'est que c'est deux défenseurs qui aiment se porter à l'attaque. Mais quand même, Cam Fowler, on parle d'un défenseur d'expérience, 31 ans, 48 points en 82 matchs l'année passée. Je me dis, c'est le style de joueur qui peut inspirer Jamie Drysdale. Fait que on met le mix des deux ensemble, puis on verra ce que ça donnera. Quitte au pire, on jouera avec Robert Hagg, qui est un défenseur, si vous ne le connaissez pas, roule sa bosse. C'est un défenseur qui eatly scratch, des fois qui joue dans la ligue. Ça dépend. Il nous arrive du côté de Détroit, il a joué du côté de Buffalo, il s'est promené un peu. Bon, Robert Hagg, on l'a signé parce que c'est un gars d'expérience. Donc c'est un gars que il n'a jamais eu la vie facile pour rester dans la NH, donc on a un tempérament qu'on aime bien de son côté à lui. C'est pas un gars qui est réputé comme étant plaignard. Un défenseur essentiellement défensif avec certaines lacunes. 7 points en 38 matchs l'année passée, mais comme je vous dis, Eatly Scratch joue. T'sais, il est 7e défenseur. On voit ça comme ça, là. Mais avec les Ducks, il peut peut-être être dans le top 4. On sait jamais. Radko Gudas, qu'on a signé du côté des Ducks d'Anaheim. On connaît bien notre cher Radko Gudas, qui lui évoluait du côté de la Floride l'année passée. En 72 matchs, c'est 17 points, mais on le connaît, il n'est pas connu pour ses points. En tout cas, pas pour ces points-là, mettons. Il est connu pour autre chose. C'est un défenseur qui est à gros gabarit et qui aime frapper. C'est un gars qui aime déranger. C'est un gars qui aime faire mal du côté de Radko Gudas. Alors, c'est une addition qui est intéressante. Puis, c'est un peu la même chose avec Ilya Lyubushkin. Lyubushkin, c'est pas un défenseur qui est nécessairement très offensif. 14 points en 68 matchs l'année passée. Lui, il était du côté de Buffalo pour ce qui est de Lyubushkin. C'est un gars que j'ai bien connu quand il a joué en Arizona. Puis, c'est un défenseur qui fait kaboom. Moi, j'appelle ça des kabooms, là, mais il aime ça donner des grosses mises en échec. C'est pas le plus solide défensivement, c'est clairement pas le plus solide offensivement non plus. Mais c'est un bon 6e défenseur. Je pense que ça fait la job là, pour la Ligue nationale, ça fait la job. Et par la suite, on va y aller avec Vahakanainen. Ah, un peu trop de voyelles. 2 points en 23 matchs pour sa part. Écoute, il était blessé l'année passée, lui ici. Qui n'a pas joué une saison complète. Si je ne fais pas erreur, je pense que ça fait une couple d'années qu'il ne fait pas de saison complète dans le cas de Vaikainen. Fait que c'est un petit peu compliqué au niveau de la santé pour ce qui est de lui. Mais on peut le faire jouer sur une 3e paire de défensive, pourquoi pas, parce que il mérite sa chance. Il a 24 ans, je pense, dans ces eaux-là, mi-vingtaine. Fait qu'il mérite sa chance sur une base plus régulière. J'ai scratch Colton White, qui lui, en 46 matchs l'année passée, il a 6 points dans la Ligue nationale. Et j'ai scratch le jeune Jackson Lacombe, qui lui, pour sa part, va peut-être jouer au niveau de la NCAA l'année passée. L'année prochaine, j'en ai aucune idée. 2 points dans la LNH en fin de saison l'année passée. Au niveau des gardiens de but, là, on a fait une signature toute récente au mois de août du côté des Ducks et c'est le gardien Alex Stalock. Donc, signer Alex Stalock, ce qu'on va dire à Lucas Dostal, c'est prends ton mal en patience, mais c'est peut-être pas mauvais. C'est tellement difficile la job de gardien de but du côté des Ducks, puis il y a des rumeurs que John Gibson veut partir en plus.
le casse-tête. C'est tellement difficile la job des gardiens de but du côté des Ducks que si tu veux vraiment que Lucas Dostal devienne le gardien de but partant de tes prochaines années, tant qu'à ça, laisse-le dans la Ligue américaine. Fais-le jouer le plus de matchs que tu peux dans la Ligue américaine comme partant, où l'équipe est peut-être un petit peu mieux ou un petit peu plus performante que dans la Ligue nationale. Fait que ce qu'on a décidé de faire du côté de Pat Verbeek, c'est de signer Alex Stalock qui va être l'auxiliaire de John Gibson. Mais encore là, faut-il que John Gibson ne soit pas parti avant. Mais enfin bref, John Gibson l'année passée, 53 matchs, 3,99 de moyenne, 899. C'est pas très glorieux. On a connu des meilleures saisons du côté de John Gibson. Ensuite de ça, Alex Stalock qui était du côté de Chicago. Alors, Chicago, c'était pas vierge mieux non plus comme saison. Fait ils ont eu de la misère, les pauvres. Hein? Alex Stalock, du côté de Chicago, 27 matchs, 3,01 de moyenne, 908. C'est pas si mal, 908 avec Chicago. Puis par la suite, on ferme le tout avec Lucas Dostal, 19 matchs dans la Ligue nationale l'année passée, 3,79 et 901 d'efficacité. Ce qui est intéressant du côté de Dostal, c'est qu'il évoluait dans la Ligue américaine pour une grosse partie de la saison. 34 matchs, 2,97 de moyenne et 912 d'efficacité. Alors, pour ce qui est des Ducks d'Anaheim, écoutez, les Ducks d'Anaheim ont apporté quelques modifications qui se veulent être pour les séries éliminatoires. On a embauché Cronin justement parce qu'on veut faire partie des séries éliminatoires, parce qu'on veut bien encadrer nos jeunes. Mais est-ce que ça va être suffisant pour que cette équipe-là, qui était vraiment dans les bas-fonds de la ligue, fasse le step et qu'elle rentre dans les séries éliminatoires? À mon humble avis, je serais porté à vous dire que non. D'après moi, l'organisation va encore être dans les pires de la ligue, sans nécessairement être la pire de la ligue, peut-être dans les 5 pires, peut-être dans les 10 pires, mais je pense pas que c'est une organisation qui va se battre pour une place en série. En tout cas, je sais pas qu'est-ce que vous en pensez, faites-moi savoir d'après vous où est-ce que cette organisation-là va finir. Est-ce que d'après vous, elle finit dans les bas-fonds de la ligue? Est-ce qu'elle fait les séries éliminatoires? Ça serait surprenant, mais sait-on jamais. Elle va peut-être se battre pour une place en séries éliminatoires. Faites-le moi savoir au travers des commentaires. Sinon, je vous invite encore une fois à aller télécharger le dossier pré-saison à la coupe disponible sur le site alacoupe.ca sur tous les articles pré-saison 2023-2024. Vous avez le lien de téléchargement gratuit pour retrouver tous nos previews ainsi que les espoirs les plus proches. Pour plus de détails sur Benoît-Olivier Groux, c'est un rendez-vous sur alacoupe.ca. On n'oublie pas de faire un petit j'aime à la vidéo, on la partage parce que plus qu'on a de hockey fans pour parler de hockey, mieux que c'est. Puis on se retrouve très prochainement pour le prochain preview. Sur ce, je vous souhaite une belle journée. Bye bye.